avec suppuration et douleur permanente, les fistules localement récidivantes et puis les atteintes diffuses. On va essayer de passer ça en revue les uns après les autres. Alors, premièrement, intermittente, incision et méchage, je vous l'ai dit, à éviter. Comment l'éviter? Chez les gens chez qui on n'a pas de traitement continu, il faut qu'ils aient dans la poche un traitement abortif. C'est-à-dire que je leur donne de l'augmentin, mais c'est peut-être pas le choix le plus intelligent, mais enfin ça marche dans le cas sortif au moins. C'est-à-dire qu'ils ont dans la poche la boîte d'augmentin. Et le jour où ils ont soit le début de la poussée, soit un signe prémonitoire. Il y a beaucoup de patients et de patientes qui ont des signes prémonitoires, qui savent à peu près 12 à 24 heures avant que ça va sortir, quand ils ont des formes intermittentes. À ce moment-là, ils prennent immédiatement une dose très forte, une dose de charge, c'est-à-dire chez quelqu'un de 60 kg, disons 4 grammes d'un seul coup d'augmentin. Et puis ensuite, pendant 4-5 jours, ils mettent la même dose répartie sur la journée. Et dans 1000 cas sur 10, ça permet d'éviter le passage, ça fait avorter le bouton en question. De temps en temps, dans ces cas-là, quand ça ne marche pas parfaitement, on peut associer une très brève corticothérapie générale à 1 mg kilo qui aide éventuellement à faire arrêter ce truc qui sera courte de toute façon. Et puis ceux qui ont une poussée intermittente comme ça, mais c'est 2 fois par mois, ben, il faut leur donner un traitement qui permette, donc ils ont un nodule 2 fois par mois, donc dès qu'il y en a un qui est guéri, au bout de 3-4 jours, il y en a un autre qui sort, il faut leur donner un traitement continu. Le moins mauvais aujourd'hui, c'est probablement les cyclines, mais j'attends avec intérêt ce que me dira Rod Massif, que celui qui est en train d'essayer. C'est peut-être le même. Non, c'est Bactrim. Ouais, bon. Bactrim, je me réserve pour des cas un peu plus lourds. Alors, dans les formes continues, un traitement préventif qui peut être cycline, plus un traitement abortif en tant que parachute. Suivante. Alors, incision et méchage, je veux revenir un peu dessus parce que c'est quand même le cauchemar d'un très grand nombre de patients et de patientes. L'incision, c'est un soulagement immédiat de la douleur, mais ça n'a aucun bénéfice à long terme. L'incision d'un nodule douloureux non fluctuant, c'est inutile et pénible. Et le méchage est toujours un supplice, et on peut l'éviter dans 9 cas sur 10. Malheureusement, c'est la routine des services de chirurgie, on mèche. Ça sert à peu près à rien, mais on mèche. Suivante, et donc pour le patient, un cauchemar. Suivante, voilà à gauche, vous avez une lésion très en relief, avec la peau tendue, fine. Suivante, il faut inciser. Vous avez là à droite une lésion profonde avec un érythème léger, ne pas inciser. Celle-là, avec le traitement abortif dont je vous ai parlé, plus 30 mg de cortensil pendant 3 jours, elle a guéri sans aucun problème. Cette lésion-là, c'est un soulagement, elle a évité la chirurgie. Après, il a fallu reprendre les choses de façon plus abondante. Suivante. Alors, le traitement, bon, je viens de vous en parler de ce traitement abortif, antibiotique court abortif, on peut passer. Suivante. Alors, là aussi, je peux passer rapidement, puisque Odnassif vous en a largement parlé, et des résultats que nous avons obtenus sur 70 patients, dont 8 sont passés à un score à 0. C'est donc avec des petites doses, contrairement à ce que fait Odnassif qui fait des fortes doses. Avec des petites doses, on est passé en moyenne divisé par plus que 2 le score de Sartorius, divisé par 3 le score de douleur, divisé par 3 le score de suppuration, et améliorer énormément la qualité de vie avec ce traitement. Et donc c'est un traitement, alors, sur les malades dont parlait Odnassif tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ont un SAPHO ou a fortiori une spondylarthrite ankylosante, c'est sûrement un bon traitement à utiliser puisqu'il va cibler les 2 maladies en même temps. Mais sinon, en moyenne,
ce n'est pas un traitement très intéressant et il faut arrêter de fantasmer sur ces anti-TNF. C'est sûrement pas ce qui va bouleverser notre approche de la thérapeutique de l'hyaluronide supurée. Suivante. Alors la chirurgie, je voudrais terminer sur la chirurgie, essayer d'enlever les idées fausses. Ce qu'on entend régulièrement, c'est si on enlève à cet endroit-là, ça va s'aggraver ailleurs. Donc c'est idiot. La maladie continue à évoluer, qu'on ait enlevé ou qu'on n'ait pas enlevé. Deuxièmement, l'autre chose, c'est à quoi ça sert de se faire opérer, puisque ça risque de ressortir ailleurs. Oui, quand vous avez un pneu crevé, vous changez la roue et vous ne vous posez pas la question de savoir si vous n'allez pas crever 10 km plus loin. Le bénéfice qu'on tire d'une intervention chirurgicale, à condition que l'indication soit bien posée et que le chirurgien ait bien compris ce qu'on voulait et qu'il sache ce que c'est que la maladie, ce bénéfice est énorme. Alors, suivante. Voilà un des éléments fondamentaux, c'est le trajet fistuleux. On peut avoir, avec une antibiothérapie plus ou moins forte, plus ou moins prolongée, donner une apparence de guérison. En poursuivant 3 semaines de plus, le rouge aura disparu, il aura une apparence de guérison. Si vous appuyez là, et que vous poussez, vous allez faire couler un peu de sérosité ici, un peu de sérosité en haut. Ça, c'est une fistule avec un tunnel. Vous pouvez donner des antibiotiques pendant 1000 ans, dans la mesure où c'est épithélialisé à l'intérieur, ça ne se fermera jamais. Et donc, forcément, dans les mois qui suivent, quand vous aurez interrompu votre antibiothérapie, ça va récidiver. Et donc ça, il faut l'enlever. Mais c'est une intervention chirurgicale absolument pas mutilante. C'est très peu de choses. Voilà les cicatrices que ça laisse. Vous les voyez? Des cicatrices qui sont pratiquement invisibles. C'est une intervention qui dure 10 minutes, un quart d'heure, soit sous local, soit sous général. Et donc, c'est une intervention merveilleuse. Vous entendez malheureusement très souvent des chirurgiens un peu chirurgicaux dire ou bien on fait large, ou bien on fait rien du tout. C'est une ânerie complète. Il faut adapter la chirurgie à ce qu'on voit. Voilà une patiente. La photo est un peu floue là, mais elle a ici, suivante, là, une fistule avec 2 orifices. Elle a, suivante, une deuxième fistule ici, avec 2 orifices. Eh bien, le chirurgien lui a fait une excision de ça, comme c'est un bon chirurgien. En cours d'intervention, il a injecté un peu de bleu de béthylène pour voir s'il n'y avait pas des recoins qu'il ne verrait pas. Il a enlevé ça. Les suites opératoires, c'est 8 jours. Et ça ne se voit absolument pas, même si on se fait épiler. Donc, cette chirurgie-là est une chirurgie fondamentale. Suivante. Alors, il y a des chirurgies plus larges, où effectivement, parce que la perte de substance est importante, et puis aussi parce que dans les selles, il peut y avoir des rétractions, on est obligé de faire une greffe, c'est moins joli, c'est pas un endroit qu'on montre beaucoup. Si on ne fait pas de greffe, ça fait ça, c'est encore moins joli, et ça peut limiter. Et puis, vous avez les grandes formes comme celle-là, qui même après une antibiothérapie prolongée, devront avoir une chirurgie large. Et la chirurgie large, c'est vrai que c'est un peu dur, parce qu'on ne va pas fermer tout de suite, qu'on va laisser en cicatrisation spontanée, dite dirigée, qu'on couvrira dans un deuxième temps. Et donc là, ça va être pendant 6 semaines à 3 mois, des pansements, etc., etc. Mais à la fin, une guérison complète de cette zone. Et donc, en conclusion, la maladie de Verneuil, elle a complètement changé de tête et de... C'est plus du tout comme c'était il y a 15-20 ans. À l'époque, c'était rare et grave, il n'y avait que la chirurgie d'Exérès, le reste n'existait pas. Aujourd'hui, la suivante, c'est tout changé. C'est une maladie fréquente. La sévérité, elle va d'une extrémité où il y a des gens qui ont une poussée par an jusqu'à l'autre extrémité où ils ont tout avec du hurlet 3, une horreur, donc un large spectre.
Il y a des traitements médicaux efficaces. Il faut, dans un certain nombre de cas, les compléter par des traitements chirurgicaux, et il y a une recherche clinique active. Donc, j'ai pas mis d'arc-en-ciel comme autre, mais il y a des espoirs. Enfin, pour ceux que ça intéresse, cet ouvrage auquel nous avons tous les deux collaboré, que je me suis coltiné de traduire en français, puisque la première édition était en anglais, et existe en France et est disponible. Il a maintenant 3-4 ans, donc peut-être qu'il n'y a pas tout le up-to-date, mais enfin il y a pas mal de choses quand même, et il n'est pas forcément inintéressant. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser au professeur Auguste? Moi, j'ai une angoisse particulière de cette maladie, c'est sur j'ai des enfants de 8 et 4 ans. Et je suis très angoissée sur l'annonce dans quelques années. Alors d'abord, premièrement, la première question, parce qu'on me la pose tout le temps, la première question c'est est-ce qu'il y a des ascendants chez vous? Est-ce que sœur, tante, oncle, mère, père, grand-père, etc., est-ce que vous avez interrogé tout le monde? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Mon père avait parfois des très éloignés, c'est exceptionnel. Ici. Bon, donc c'est... Donc, le risque de transmettre est plus faible que si vous avez une hérédité claire. Mais il faut bien qu'il y ait une génération qui débute. Oui. Non, ça, effectivement. Si Non. je suis la grand-mère qui va commencer à donner à mes enfants, petits-enfants. Ouais, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que... alors, on ne sait pas d'ailleurs. On ne sait pas parce que c'est pas toujours... La génétique n'explique pas toujours tout. Hein. Dans une maladie où il y a des gens avec une hérédité claire, il y a à côté des formes sporadiques. Les formes sporadiques ne sont pas forcément transmissibles. On n'en sait pas assez aujourd'hui pour vous dire si c'est ça ou si c'est pas ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'éléments héréditaires dans la famille, le risque de transmission est beaucoup plus faible que s'il y avait une note familiale claire. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc je peux pas être 100% rassurant, sûrement pas. A priori, le risque me paraît faible, mais point, je ne peux pas en dire plus. D'autres questions? Quand la maladie est localisée pendant plusieurs années, est-ce qu'il y a un risque qu'elle s'étende à d'autres zones? Il y a un risque, mais il est faible. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure en démarrant, quand on est au niveau 1 depuis 4-5 ans, on reste au niveau 1 pour le restant de son existence. Alors, je parlais niveau de Hurley, mais c'est un peu vrai aussi pour les localisations. Alors, bien entendu, il y a des exceptions, je pourrais vous en citer. Bien entendu, je vois des gens qui ont été tranquilles pendant 10 ans avec une petite atteinte inguinale et d'un seul coup font un truc horrible dans les selles. Ça existe. C'est rare. C'est rare.